Dans une ville tranquille, où les rires des enfants se mêlaient au chant des oiseaux et au murmure des adultes qui discutaient tranquillement sur leur balcon, vivait Eléa, une jeune fille de 14 ans. Les rues de la ville étaient bordées de maisons colorées, de jardins fleuris, et d'arbres dont les branches s'étendaient paresseusement vers le ciel. La douceur de cette petite ville semblait être un refuge parfait, à l'abri des tumultes du monde extérieur. Eléa y vivait une existence ordinaire, rythmée par les petites joies d'une adolescence qui, pour elle, semblait encore insouciante. Elle était une élève brillante, le genre de fille à qui tout souriait. Les adultes l'appréciaient pour son calme et sa maturité inhabituelle pour son âge, et ses camarades de classe la respectaient pour son intelligence et son esprit curieux. Pourtant, au fond d'elle-même, Eléa sentait que le monde avait bien plus à offrir que ce que ses livres d'école et ses discussions quotidiennes avec ses parents pouvaient lui montrer. Elle était rêveuse, fascinée par les grandes questions de la vie, le sens de l'existence et la découverte de l'inconnu. Son avenir semblait tout tracé, continuer ses études, faire carrière dans les sciences, peut-être même devenir chercheuse, parcourir le monde à la recherche de vérités oubliées. Mais tout cela, elle l'ignorait encore, caché sous le voile d'une vie paisible. Cependant, cet équilibre fragile fut soudainement brisé lors d'un soir d'été, où la curiosité d'Eléa la poussa hors des sentiers battus. Invitée par des camarades plus âgés à une fête qui se tenait dans une maison isolée en dehors de la ville, elle ne pouvait imaginer l'ampleur du tournant que sa vie allait prendre. Là, parmi les jeunes qui riaient et dansaient, elle rencontra Lucas, un garçon charismatique et un peu plus vieux qu'elle, qui semblait tout savoir du monde des adultes. Ses promesses d'aventure et de découvertes mystérieuses, ses mots doux et son regard intrigant envoûtèrent la jeune Eléa. Ce qui commença comme un jeu innocent, une exploration de ses propres désirs et de ses nouvelles émotions, devint bien plus qu'elle n'aurait pu imaginer. Dans les bras de Lucas, Eléa ne comprenait pas pleinement ce qui se passait. Leurs corps se mêlèrent dans une danse inexpérimentée et innocente, mais aussi précipitée. Après tout, elle n'avait que 14 ans. Les mois qui suivirent la fête furent marqués par une confusion grandissante. Les jours passèrent, et Eléa commença à ressentir des signes étranges, des nausées, des étourdissements. Mais elle repoussa l'idée de ce qui pourrait être en train de se produire. Ce genre de choses n'arrivait qu'à d'autres filles, pas à elle. Pourtant, les symptômes devinrent de plus en plus évidents. Et alors, l'horreur de la réalité la frappa. Elle était enceinte. Au début, la découverte de sa grossesse lui sembla irréelle. Une simple erreur, un cauchemar qu'elle pourrait effacer si elle l'ignorait assez longtemps. Elle essaya de l'ignorer, de se convaincre que son ventre ne grandirait pas, que tout reviendrait à la normale. Elle se coucha souvent tard, espérant que ses inquiétudes disparaîtraient avec le temps, mais elles grandissaient, comme une ombre qui se glissait toujours plus près. Et son corps, ce corps qui avait été celui d'une enfant quelques semaines plus tôt, se transformait rapidement, chaque jour un peu plus. Elle le ressentait dans chaque souffle, dans chaque pas qu'elle faisait. Les camarades qui l'avaient vue encore si petite il y a quelques mois commencèrent à la regarder différemment. Elle savait qu'elle ne pouvait pas leur parler. Pas à ses amis. Pas à ses parents. Pas à personne. Il y avait trop de honte, trop de peur dans son cœur. La peur de la déception de sa mère, des regards pleins de jugement de son père. Lucas avait disparu de sa vie dès qu'il avait appris la nouvelle. Il ne lui avait même pas dit un mot. Il l'avait laissée seule avec cette terreur qu'elle ne savait comment nommer. Au bout de plusieurs semaines, la grossesse devint un fardeau de plus en plus lourd. Eléa se réfugia dans une bulle de silence, ne pouvant plus se concentrer sur ses études, son avenir. Elle passait des nuits blanches, espérant que tout disparaîtrait dans le matin. Elle se rendait dans le jardin pour pleurer en secret, loin des regards. Mais au fond, elle savait que ce ne serait pas si simple. Un jour, alors que son ventre était devenu trop visible pour être ignoré, Eléa n'eut d'autre choix que de se rendre à l'hôpital. Le jour où elle franchit les portes froides de la maternité, son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle savait que ce qui allait se passer allait marquer sa vie à jamais. Les heures d'accouchement furent un enchaînement de douleurs et de frissons. La salle d'hôpital semblait lointaine, lointaine de tout ce qu'elle avait connu. C'était une expérience presque irréelle, comme si son corps ne lui appartenait plus. La douleur était intense, chaque contraction la faisant se replier un peu plus sur elle-même. Mais ce n'était pas seulement la douleur physique qui la hantait. C'était la peur de ce qu'elle allait découvrir, la terreur de ce que l'on lui dirait une fois le bébé né. Lorsque la première poussée arriva enfin, une étrange sensation se fit sentir dans la pièce. La lumière de la salle sembla s'éteindre brièvement,
Un silence étrange s'abattit sur l'atmosphère. Les infirmières et les médecins, qui s'étaient concentrés sur leurs tâches jusque-là, semblaient soudainement tendus, comme si quelque chose d'inattendu allait surgir. Quand l'enfant sortit enfin, il y eut une pause, un instant suspendu où personne ne parla. Le médecin, pourtant habitué à l'apparition de nouveau-nés, resta là, les yeux rivés sur l'enfant, pétrifié. Et Léa, épuisée par la douleur et à moitié inconsciente, se laissa aller dans la lente torpeur du travail. C'est alors qu'une parole choquante brisa le silence. « Ce n'est pas possible !» murmura le médecin, d'un ton si bas qu'Eléa crut d'abord qu'elle avait rêvé. « Le fœtus, il est déjà presque développé. » Léa, complètement épuisée, se trouvait toujours allongée sur la table d'accouchement, son corps engourdi par la douleur et la fatigue. La scène qui se déroulait devant elle semblait tout droit sortie d'un cauchemar qu'elle n'arrivait pas à saisir pleinement. Elle avait entendu les murmures des médecins, des mots qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Mais l'instant où le bébé avait été posé sur la table, l'instant où elle avait vu ce petit être, avait changé à jamais son monde. Elle n'avait pas encore vu son enfant, mais elle le ressentait dans chaque fibre de son être. Un instinct primaire, une peur viscérale, s'éveillait au fond de son ventre. Le médecin, le regard légèrement fuyant, semblait hésiter avant de lui tendre le bébé. Il était petit, si fragile, mais dans sa fragilité résidait quelque chose d'inexplicable, une étrangeté qu'Eléa ne pouvait saisir. Elle se tendit lorsqu'il le posa délicatement dans ses bras. Dès qu'elle toucha sa peau, une sensation de froid profond traversa ses mains. Il était d'une pâleur étrange, presque translucide, la peau d'un blanc livide qui semblait percer la lumière autour de lui. Ses veines noires, comme des filaments enchevêtrés sous la peau, pulsaient doucement, comme si le corps de cet enfant était en constante activité, un rythme dont Eléa ne comprenait pas la nature. Mais ce qui la glaça davantage, ce qui l'horrifia au plus profond de son âme, ce furent ses yeux. Alors qu'elle s'attendait à voir les yeux d'un nouveau-né, remplis de curiosité ou de confusion, les paupières de l'enfant se levèrent soudainement, d'un coup sec, révélant des pupilles argentées. Il n'y avait rien d'humain dans ses yeux, pas de chaleur, pas de lueur de vie. Elles étaient vides, comme des miroirs froids qui reflétaient le néant. Un regard qui semblait déjà connaître le monde sans jamais l'avoir vu. Ce n'était pas un regard d'enfant. Ce n'était pas un regard humain. « Docteur, qu'est-ce qu'il se passe ?» La voix d'Eléa tremblait, paniquée, mais personne ne lui répondit immédiatement. Les médecins se rapprochèrent lentement, échangeant des regards furtifs, un malaise palpable flottant dans la pièce. Eléa sentit son cœur se serrer, son esprit se perdre dans un tourbillon de confusion. Elle se tourna vers eux, espérant une explication, mais ils semblaient incapables de lui en fournir une. Des murmures commencèrent à remplir l'air, mais ils étaient si bas qu'Eléa ne pouvait saisir que quelques mots. Elle entendait génétique, anomalie, mais tout semblait flou, tout semblait hors de portée. Une infirmière s'approcha discrètement, jetant un regard furtif sur le bébé dans les bras d'Eléa. Ses lèvres murmurèrent des mots à peine audibles, mais Eléa distingua distinctement ancien et source. Quelque chose dans son ton, dans la manière dont elle parla, fit frissonner Eléa de la tête aux pieds. L'infirmière se détourna rapidement, jetant un dernier regard anxieux au bébé avant de se précipiter vers un autre médecin. Ce regard échangé, disait plus que tout ce qu'on aurait pu lui expliquer. Les tests effectués sur le bébé après la naissance révélèrent quelque chose d'incompréhensible. En analysant son ADN, les médecins découvrirent une anomalie que personne ne pouvait expliquer. Le génome du nourrisson semblait renfermer des éléments issus d'une époque révolue, bien avant que l'humanité telle qu'on la connaissait n'émerge. Les chercheurs, incapables de trouver des réponses, commencèrent à se demander si ce qu'ils avaient devant eux n'était pas un vestige d'un passé oublié, un fragment d'un monde ancien que l'histoire avait oublié. Une autre partie de son ADN, presque indiscernable, ne correspondait à aucune espèce connue. Elle ne correspondait à aucune race, aucune origine humaine identifiable. Il y avait des fragments génétiques provenant d'une forme de vie que les scientifiques n'avaient jamais rencontrée auparavant, quelque chose qui appartenait à un passé antérieur, presque mythologique. Les mots génétiques préhistoriques commencèrent à circuler parmi les chercheurs. Mais certains murmurèrent d'autres hypothèses, plus inquiétantes encore. Ils parlaient de malédictions anciennes, de rites oubliés, de forces surnaturelles oubliées, réveillées dans ce petit corps. Un mélange de science et de croyances primitives se confrontait, et la terreur s'immisçait dans l'hôpital. Les médecins, horrifiés, décidèrent de prendre des mesures strictes. Ils isolèrent immédiatement le bébé dans une salle sécurisée,
hors de portée de la presse et des visiteurs. L'hôpital se retrouva plongé dans une atmosphère tendue, alors que des rumeurs commençaient à se répandre. Certains parlaient déjà de cette naissance comme d'un signe, d'un avertissement. L'entité venue d'un autre temps ou d'un autre monde. D'autres affirmaient que ce bébé était une abomination, le résultat d'une expérience interdite. Mais l'hypothèse qui commença à circuler parmi les membres du personnel médical, ceux qui avaient eu les yeux sur le bébé pendant les premières heures de sa vie, semblait plus inquiétante que toutes les autres. Ce bébé n'était pas humain. Les semaines suivant la naissance de Zéphyr étaient marquées par une succession d'événements de plus en plus déstabilisants. Chaque jour, Eléa et sa famille étaient confrontés à des interrogations sans fin, des investigations poussées dans toutes les directions possibles, mais aucune réponse satisfaisante. Des spécialistes, des médecins généticiens, des anthropologues, des psychologues et même des religieux se succédaient dans leur quête d'explications. Chaque groupe apportait une perspective différente, mais aucune n'était suffisante pour lever le voile sur le mystère qui entourait l'enfant. Les scientifiques cherchaient une cause biologique, un phénomène génétique encore inconnu, un défaut dans l'ADN qui pourrait expliquer la singularité de Zéphyr. Les anthropologues, eux, cherchaient des parallèles dans les civilisations anciennes, plongeant dans les mythes et légendes du passé, à la recherche d'un indice. Certains émettaient l'hypothèse que Zéphyr pourrait être le fruit d'une expérience génétique oubliée ou d'un croisement entre différentes espèces humaines. D'autres, plus excentriques, avançaient des théories sur une évolution parallèle, une humanité oubliée qui aurait précédé celle que nous connaissons. Mais parmi tous ces experts, aucun ne pouvait vraiment comprendre ce qu'ils avaient devant eux. La vérité était que Zéphyr échappait à toute classification, qu'elle soit scientifique, historique ou spirituelle. Les religieux, quant à eux, apportaient une toute autre vision. Certains évoquaient des prophéties anciennes, des signes dans les Écritures, des messagers venus du ciel. D'autres, plus sombres, parlaient de malédictions ou d'entités démoniaques se réincarnant sous forme humaine. Zéphyr était un symbole, un mystère qui n'avait pas sa place dans le monde moderne, et chacun, selon sa croyance, voyait en lui soit un messie, soit un instrument du mal. Ils cherchaient tous à lui attribuer une signification, mais aucun ne parvenait à le faire de manière concrète. L'enfant était un casse-tête, une anomalie que personne n'arrivait à démêler. Pour Eléa, chaque visite d'un spécialiste ou d'un expert n'était qu'une nouvelle vague de confusion. Ils parlaient de lui comme s'il n'était pas tout à fait humain, mais en même temps, ils semblaient tous reconnaître, par leurs gestes pleins de précaution, qu'il avait quelque chose de plus que l'humanité ordinaire. Ils l'observaient comme un objet rare, un phénomène, mais pas comme un enfant. Cette distance, cette froideur scientifique, la bouleversait profondément. Elle voyait un enfant. Son enfant. Et malgré la terreur qui lui inspirait, malgré les mystères qui l'entouraient, elle ressentait un amour instinctif, une connexion pure et profonde avec lui. C'était son bébé, et rien ne pourrait changer cela. Zéphyr, quant à lui, semblait être un enfant normal dans tous les aspects pratiques. Il mangeait, dormait, riait, pleurait. Mais ses signes de développement étaient masqués par son regard étrange et la rapidité avec laquelle il grandissait. En l'espace de quelques semaines, il avait pris une taille et un poids qui dépassaient largement ceux d'un enfant de son âge. Il était comme une plante qui poussait à une vitesse anormale, mais d'une manière silencieuse, presque imperceptible, qui perturbait Eléa. Il ne montrait aucun signe d'inconfort ou de douleur, mais sa croissance semblait défier les lois naturelles. Un jour, alors qu'Eléa berçait Zéphyr dans ses bras, elle sentit une sensation étrange sous ses doigts. C'était comme une vibration légère, un frémissement à peine perceptible, venant du corps de son fils. Elle déplaça sa main pour observer plus attentivement, et c'est là qu'elle remarqua un détail qui fit se tordre son estomac dans une peur glacée. Un symbole, presque invisible à l'œil nu, se dessinait sous la peau de Zéphyr, juste au niveau de son cœur. Il semblait être en constante évolution, ses contours changeant subtilement, comme si le symbole avait une vie propre. Eléa, choquée, se pencha plus près pour mieux observer. Le symbole était circulaire, avec des lignes sinueuses qui formaient une sorte de spirale. Il n'avait rien de familier, mais il lui semblait irrémédiablement lié à quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle trembla, un frisson glacé la traversa. Ce symbole n'était pas simplement une marque physique. C'était un message. Elle en avait l'intuition, une intuition étrange et viscérale. Mais qu'était-il? D'où venait-il? Et, plus terrifiant encore, pourquoi semblait-il avoir été placé là, sur le cœur de son enfant? Eléa n'avait aucune réponse, mais elle savait au fond d'elle que ce symbole n'était pas anodin.
Il n'était pas seulement un détail insignifiant ou une simple anomalie génétique. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus ancien. Les semaines passèrent, et Eléa ne pouvait plus ignorer l'inquiétude croissante qui envahissait ses pensées. Les scientifiques et les experts se concentraient toujours sur l'enfant, mais plus ils cherchaient, plus la vérité leur échappait. Le symbole, pourtant, était un avertissement qui venait de l'intérieur même de son fils. Eléa ignorait encore à quel point ce symbole était porteur d'une signification bien plus profonde, quelque chose de caché depuis des siècles. Il n'était pas seulement lié à une origine génétique, mais à un pouvoir plus ancien, un pouvoir enfoui dans l'histoire de l'humanité, un pouvoir que son fils détenait et qu'il commençait tout juste à manifester. Les événements qui suivirent cette découverte firent monter une tension palpable dans la maison d'Eléa. Zéphyr commença à manifester des comportements de plus en plus inhabituels. Ses yeux argentés se changeaient parfois en un éclat étrange, comme si une lueur surnaturelle brillait à travers ses pupilles. Il paraissait presque capable de percevoir des choses que les autres ne pouvaient pas voir, réagissant de manière étrange à des objets ou à des sons invisibles aux autres. L'horreur ne faisait que commencer. Le bébé Zéphyr était bien plus qu'un simple enfant. Et pour Eléa, la maternité allait prendre une tournure bien plus sombre et mystérieuse que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Les semaines à venir ne seraient que le début d'un voyage qu'elle ne pourrait plus arrêter, un voyage dans un monde qu'elle n'avait jamais soupçonné, un monde où la frontière entre le surnaturel et le réel allait se dissoudre.